Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier instant Pasquale intitulé Décrypter le nouveau référentiel de certification en moins de 15 minutes. Ce nouveau format vidéo, court et complémentaire, vient enrichir nos autres moyens d'information. Depuis septembre 2025, un nouveau référentiel de certification est en vigueur. Alors, comment ne pas en faire le tout premier sujet de nos instants Pasquale? Mais avant cela, commençons par un bref rappel sur ce qu'est la certification dans les établissements de santé. Confiée à la Haute Autorité de Santé, c'est une démarche indépendante qui évalue la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé, publics comme privés. Elle est menée par des experts visiteurs qui sont des professionnels de santé en activité. Elle s'appuie à la fois sur l'expérience des patients et les organisations mises en place par la gouvernance et les équipes. Depuis 25 ans, la démarche a beaucoup évolué. La première version, en 1999, a d'abord permis de structurer une démarche qualité et d'harmoniser les pratiques de soins, avec la création des instances et la rédaction de procédures, par exemple. Puis elle a intégré, en 2005, l'évaluation des pratiques professionnelles, avant de mettre en avant, en 2010, des exigences essentielles à travers les pratiques exigibles prioritaires, pour passer, en 2014, à une évaluation reposant sur une approche par processus afin de maîtriser les risques en continu, tout en faisant évoluer les méthodes et en y intégrant le patient traceur qui mettait au centre la parole du patient et reconnaissait pleinement sa place dans la qualité et la sécurité des soins. Enfin, depuis 2020, la certification vise à évaluer les résultats de la démarche qualité et sécurité des soins, ainsi que la capacité à les améliorer tout en conservant les notions essentielles des versions précédentes. C'est à ce moment-là qu'ont été introduites de nouvelles méthodes d'investigation. Le parcours traceur, le traceur ciblé, les audits de système, les observations qui, avec le patient traceur, sont toutes retrouvées sur le 6e cycle. Aujourd'hui, la certification est un levier fort de mobilisation au service d'une prise en charge toujours plus sûre, transparente et de qualité pour tous. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste identique entre le 5e et le 6e cycle de certification? C'est ce que nous vous proposons de voir maintenant. Tout d'abord, si le 5e cycle avait marqué une vraie révolution, le 6e cycle propose un dispositif similaire dont les changements répondent avant tout à des évolutions sociétales, réglementaires et au retour de terrain des dernières années. Regardons les évolutions point par point, mais précisons d'abord que l'on parle bien de 6e cycle et non pas d'itération. Concernant la plateforme Calista, sur ce point-là, rien ne change. Elle permet toujours des échanges avec la Haute Autorité de Santé et de télécharger vos grilles pour vos évaluations internes. Concernant l'architecture du référentiel, nous retrouvons toujours nos 3 grands chapitres, le patient, les équipes de soins et l'établissement. Chacun d'eux compte désormais 4 objectifs pour assurer un meilleur équilibre. Côté critères impératifs, il y en a maintenant 6 dans le chapitre patient, 12 dans celui de l'équipe de soins et 3 dans celui de l'établissement. À propos des méthodes d'évaluation, 3 évoluent. Il y a maintenant la possibilité dans les parcours traceurs d'échanger avec un patient dans chaque service du parcours traceur afin de multiplier l'expérience patient, mais sans consultation du dossier. 3 nouvelles cibles ont fait leur apparition en plus des 5 déjà existantes. Les secteurs interventionnels, de la décision d'intervention en consultation jusqu'aux consignes de sortie en passant par la consultation anesthésie et la réalisation de la checklist au bloc opératoire en temps réel. L'électroconvulsivothérapie pour la santé mentale et enfin l'isolement et la contention, de sa prescription jusqu'au débriefing avec le patient. À noter que si l'isolement concerne uniquement la santé mentale, la contention, elle, concerne tous les secteurs d'activité. Enfin, les audits de système intégreront également, en plus de la rencontre avec la gouvernance, les représentants des usagers et les professionnels de santé, une rencontre avec l'encadrement médical et paramédical pour évaluer la déclinaison dans leur service de la politique qualité institutionnelle, leur rôle dans le management des ressources humaines et la manière de gérer les situations de harcèlement, de violences sexuelles et sexistes. Au sujet des fiches anomalies, désormais, une fiche anomalie sera générée dès qu'un et un seul élément d'évaluation d'un critère impératif ne sera pas maîtrisé, mais il n'y aura pas plus d'une fiche anomalie par critère impératif, soit un maximum de 21 fiches.
Le coordonnateur devra ensuite analyser si l'écart est ponctuel ou systémique, s'il est connu ou non de la gouvernance et si un plan d'action est en place. Concernant les délais de replanification des visites, ils ne dépendront plus du niveau de certification, de 6 mois à 1 an pour les établissements certifiés sous condition et de 1 an à 2 ans pour les établissements non certifiés. Ce sera désormais la commission de certification qui décidera d'une nouvelle visite entre 6 mois et 2 ans en fonction de la criticité des dysfonctionnements, de l'ampleur des actions à mettre en place et de la capacité de l'établissement à se mobiliser. Enfin, concernant les niveaux de certification, ils demeurent inchangés. Prenons maintenant le temps d'examiner de plus près les critères impératifs. Pour le chapitre patient, notons que le 6e cycle compte désormais 6 critères impératifs, principalement centrés sur les droits fondamentaux du patient. Aux 4 critères déjà existants, le consentement, le respect de la dignité, la prise en charge de la douleur et un environnement adapté pour les patients mineurs, viennent s'ajouter 2 nouveaux critères. La prise en compte de la satisfaction du patient, qui était, dans le précédent cycle, un critère standard, et la prise en charge bien traitante. Nous attirons l'attention sur ce dernier critère qui englobe l'ancien critère impératif du chapitre 3 de lutte contre la maltraitance au sein de l'établissement. Pour le chapitre équipe de soins, ce nouveau référentiel compte 12 critères impératifs. En ce qui concerne les critères applicables à l'ensemble de l'établissement, ils sont désormais au nombre de 6, avec un attendu très fort concernant la prise en charge médicamenteuse, puisque d'un critère impératif sur les médicaments à risque, 4 critères impératifs ciblent maintenant les bonnes pratiques de prescription, les bonnes pratiques d'administration, la prévention du risque d'erreur médicamenteuse et la pertinence de prescription des antibiotiques. Pour ce qui est du risque infectieux, dans ce nouveau manuel, seul le respect des précautions standards reste un critère impératif. Les précautions complémentaires passent donc en critères standards. Enfin, concernant la maîtrise des urgences vitales, une attention particulière est mise sur les professionnels et le critère a donc naturellement basculé du chapitre établissement vers le chapitre équipe de soins. En psychiatrie, les 2 critères impératifs restent inchangés avec l'examen somatique et les bonnes pratiques d'isolement. En chirurgie, l'analyse des modalités de réalisation de la checklist reste un critère impératif. Les objectifs attendus en lien avec l'antibioprophylaxie ont été atteints. L'antibioprophylaxie devient donc un critère standard et une attention toute particulière sera faite sur ce nouveau cycle sur la maîtrise des risques, notamment infectieux, liés aux équipements et aux pratiques professionnelles. Enfin, en maternité, le critère impératif existant sur la maîtrise des risques liés à l'hémorragie du postpartum a été élargi à la mise en œuvre de mesures de prévention des risques obstétricaux majeurs et un second critère impératif est apparu en lien avec la sécurisation de la prise en charge du nouveau-né. Pour terminer, le chapitre établissement compte désormais 3 critères impératifs. La gestion des situations sanitaires exceptionnelles reste un critère impératif. La prévention des transferts évitables de la personne âgée devient un critère impératif. Et enfin, il n'existe désormais plus qu'un seul critère unique et impératif sur la culture de la déclaration des événements indésirables. Ce critère fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine information pasquale. Passons à présent aux critères avancés, qui correspondent à des éléments d'évaluation qui vont au-delà des attendus. Ils permettent de mettre en avant une excellence des pratiques, montrant la capacité de l'établissement à anticiper, intégrer et diffuser des pratiques de haut niveau en matière de qualité et de sécurité des soins. Le nombre de critères avancés reste fixé à 5. Un seul demeure inchangé, celui relatif à l'accréditation médicale. Les 4 nouveaux critères avancés portent aujourd'hui sur l'évaluation des résultats des soins par les patients, les fameux PROMS, l'auto-administration des médicaments par le patient, la simulation en santé pour former à la gestion des risques et l'utilisation de technologies innovantes, dont l'intelligence artificielle sans finalité médicale. Attention, les anciens critères avancés n'ont pas disparu, puisque l'expertise patient, la conciliation médicamenteuse, le projet de naissance et le programme PACT sont désormais retrouvés dans des critères standards. Après la théorie, comme promis, place au retour d'expérience. Cette vidéo n'ayant pas vocation à couvrir l'ensemble de ce vaste sujet, je vous propose maintenant de retrouver un expert visiteur afin qu'elle nous livre son premier point de vue sur ce nouveau référentiel. Bonjour Dr Binet Descamps. Bonjour Séverine et merci de m'avoir invité à cet instant pasqual. Donc sans plus attendre la première question, quelles sont vos premières impressions concernant ce nouveau référentiel ? 2 mots-clés,
continuité, clarté. Je crois que là, il y a eu un gros travail fait au niveau de la Haute Autorité de Santé pour inscrire le dispositif dans une continuité. Donc ça devrait vraiment rassurer nos professionnels. Ce qu'ils ont connu, ça va être exactement la même chose, ce qui va permettre vraiment aux professionnels de bien s'approprier le dispositif. Et après, un gros souci de clarté, ce qui va aussi permettre aux professionnels de bien être trop clairs sur les attendus. Pour illustrer mon propos, peut-être deux façons de l'illustrer. Une clarté à travers une rationalisation, un regroupement. Exemple, pour l'HAD, vous aviez 3 critères. Là, tout est rassemblé dans un. Un autre exemple, investigation des secteurs interventionnels à travers une nouvelle méthode qui est le traceur ciblé, qui va permettre de mieux questionner les professionnels. Autre manière de l'illustrer, en termes de clarté, des éléments de précision sur des thématiques. Par exemple, lorsqu'on est sur le critère de la chirurgie ambulatoire, vous allez avoir clairement des attendus très bien libellé sur la recherche de la traçabilité de l'éligibilité à l'ambulatoire, par exemple. Sur les soins critiques, pour ceux qui sont concernés, la réanimation, l'USIC, par exemple, on va aller questionner des vrais sujets de sécurité sur la surveillance visuelle et sonore. Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce que les professionnels sont formés? La pertinence et le bénéfice-risque de l'hospitalisation dans ce secteur, tout ce qui est autour de la sécurité de transport intra-hospitalier de patients qui sortent de réa ou qui vont en réa, la prévention du syndrome post-réa, voilà pour les soins critiques. D'autres exemples, la directive anticipée. Dieu sait que ce sujet nous questionne beaucoup. Une volonté de la HAS de clarifier. La question aujourd'hui est posée à l'équipe et n'est plus posée aux patients. Autre exemple, la transfusion qui concerne de nombreux établissements. Un souci là aussi de clarifier les attendus avec par exemple des questions sur les bonnes pratiques du contrôle ultime, l'analyse bénéfice-risque de prescrire une transfusion et d'être vigilant à si elle est prescrite la nuit. Voici quelques exemples pour un petit peu illustrer ces deux mots-clés. Et parmi les nouveautés de ce référentiel, lesquelles vous semblent les plus impactantes sur le terrain? Écoutez, Séverine, j'en vois 3. Prise en compte du point de vue du patient, vous l'avez dit tout à l'heure. Un critère impératif qui porte sur un autre verbe d'action, c'est qu'est-ce qu'on fait de la matière, de tout ce que nous ont dit les patients. D'autres éléments pour illustrer ce propos, ce renforcement de la prise en compte du patient. Plus de questions posées au patient à travers, par exemple, le parcours traceur qui va questionner le patient sur sa prise de rendez-vous, la signalétique de l'établissement, sur les pratiques bien traitantes, sur l'information nécessaire à son séjour. Et enfin, peut-être un dernier point, la participation des RU où on va rechercher s'ils sont beaucoup plus proactifs et davantage sollicités sur des prises de décision ou des actions proposées. Le deuxième sujet qui me semble impacter fortement le terrain, c'est cet accent mis sur la collaboration interprofessionnelle. Tant sur comment on collabore entre nous, au sein d'une équipe et entre les équipes, mais aussi la qualité du partage des informations. C'est là où on va retrouver effectivement chapitre 2, ce fameux critère sur le dossier du patient. Ça ne vous étonnera pas lorsqu'on regarde à chaque fois les bilans qui sont faits par la Haute Autorité de Santé sur l'analyse des événements indésirables. Un des facteurs de vulnérabilité qui ressort est bien cet aspect de comment on collabore entre nous, comment on communique. Et enfin, le dernier, et j'attire vraiment l'attention de nos collègues dans les établissements, quand on regarde, qui parfois d'ailleurs a mis un peu en difficulté les établissements dans la préparation de ces fameux entretiens professionnels. On voit que là, ce regard à 360 degrés s'est nourri de nouvelles thématiques et de nombreuses questions sont posées à des équipes sur des sujets qui vont de la qualité de vie au travail, l'environnement de travail, mais aussi, par exemple, est-ce qu'ils ont accès au DMP, ce fameux dossier médical partagé, est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui est versé dans ce DMP? Toutes les questions autour de l'évaluation des pratiques professionnelles qui sont vraiment posées au terrain. Les nouveautés aussi, l'éco-soin, c'est à ces professionnels de terrain qu'on va questionner sur comment ils intègrent cette nouvelle dimension dans leur pratique. La question des prompts, ce que j'évoquais tout à l'heure, ces fameux indicateurs de résultats des soins, c'est vraiment aux équipes qu'on va poser. Donc, vous voyez, cet enjeu, ce qui va vraiment impacter le terrain, c'est qu'il va falloir que ces équipes s'approprient vraiment ces thématiques. Merci beaucoup pour ces nouveautés. Et concernant les défis, quels défis principaux les établissements de santé vont-ils devoir relever avec ce nouveau référentiel? Je vous dirais comment changer de paradigme.
comment passer d'un sprint à un marathon, si tant est que la visite de certification ne soit pas au second semestre 2025. L'enjeu pour nos établissements aujourd'hui, après 25 ans de procédure de certification, c'est comment faire de cette certification un véritable outil au service de leur démarche qualité. Comment faire en sorte de dépasser le principe de juste se préparer à une certification. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est le premier enjeu. Le deuxième, par rapport à ce 6e cycle, c'est ne pas se perdre dans les nouveautés. Voilà. Certes, à chaque cycle, on introduit au regard des sujets d'actualité, de l'environnement, de notre expérience à tirer des précédentes certifications, des nouveaux thèmes. C'est important, il va falloir les traiter, mais garder en tête et le cap sur les bonnes pratiques. L'HAS y veille, puisque vous voyez que sur les critères impératifs, on va retrouver des principes fondamentaux de bonnes pratiques. Et enfin, pour terminer, quel message aimeriez-vous faire passer aux équipes qui s'engagent dans cette certification? Ce dispositif, il faut que les équipes s'en saisissent comme une véritable opportunité. Une opportunité pour fédérer les équipes et renforcer ce qui fait sens aujourd'hui, c'est le travail en équipe. Merci beaucoup, Dr Binet-Descamps, pour ce retour d'expérience et à bientôt peut-être sur une autre capsule. Volontiers. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier instant Pasquale. En résumé, rappelez-vous que ce 6e cycle s'adapte aux nouvelles recommandations et problématiques de santé publique, qu'il reste pour vous une opportunité de fédérer les équipes autour d'un objectif commun. Ce dispositif de certification reste un levier au service des équipes pour maintenir une dynamique vertueuse d'amélioration et de sécurité en dehors des visites au quotidien. L'équipe Pasquale vous remercie. Si ce contenu vous a été utile, likez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines informations et laissez-nous vos suggestions en commentaire.